Dans la série Le philosophe et ses questions, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à travail et loisirs avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Merci beaucoup. Et à la régie, notre ami Philippe Sinclair. Alors, travail et loisirs. Alors qu'aujourd'hui, on discute, n'est-ce pas, du projet gouvernemental d'instituer l'âge légal de la retraite à 64 ans, au fond, plusieurs arguments se sont affrontés sur les ondes, dans l'hémicycle et dans la rue. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont également vrais et susceptibles peut-être d'approfondir notre réflexion. Premier est d'origine syndicale. Les syndicats ont fait remarquer qu'on ne peut parler des retraites en ne réfléchissant pas plus largement au travail. Et le second argument, c'est le point de départ, au fond, du programme des élections présidentielles d'Emmanuel Macron, que la survie du fonctionnement des retraites suppose un allongement qui est lié à un allongement de la durée de la vie humaine, et bien suppose un allongement égal, en quelque sorte, du droit du travail. Alors, nous allons essayer, au fond, de répondre à ces vœux exprimés par les grands syndicats en nous référant à une réflexion sur le travail, et nous commençons par la lecture d'un texte d'Hannah Arendt, devenu classique, puisque d'ailleurs, très souvent aujourd'hui, dans les programmes de terminale, on présente à partir quasiment de ce texte la question du travail. Nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Le travail dans le monde moderne, extrait de La condition de l'homme moderne de Hannah Arendt. L'espoir qui inspira Marx et l'élite des divers mouvements ouvriers est que le temps libre délivre un jour les hommes de la nécessité et rende productif l'animal laborance. 100 ans après Marx, nous voyons l'erreur de ce raisonnement. Les loisirs de l'animal laborance ne sont consacrés qu'à la consommation, et plus on lui laisse de temps, plus les appétits deviennent exigeants, insatiables. La désagréable vérité, c'est que la victoire du monde moderne sur la nécessité est due au fait que l'animal laborance a eu le droit d'occuper le domaine public. Le résultat est ce qu'on appelle par euphémisme la culture de masse, et son profond malaise est un universel malheur causé d'autre part par le manque d'équilibre entre le travail et la consommation, d'autre part par les exigences obstinées de l'animal laborance qui veut un bonheur que l'on n'obtient que dans l'équilibre parfait des processus vitaux de l'épuisement et de la régénération, de la peine et du soulagement. La nature, aux yeux de l'animal laborance, est la grande pourvoyeuse de toutes les bonnes choses qui appartiennent également à tous ses enfants, lesquels les lui prennent et s'y mêlent dans le travail et dans la consommation. La même nature, aux yeux de l'homo faber, le constructeur du monde, ne fournit que les matériaux presque sans valeur en eux-mêmes et dont toute la valeur réside dans l'œuvre accomplie sans eux. Sans prendre ses biens à la nature pour les consommer, sans se défendre contre les processus naturels de la croissance et du déclin, l'animal laborance ne survivrait pas. Mais, si nous nous étions installés au milieu d'objets qui par leur durée peuvent servir et permettre d'édifier un monde dont la permanence s'oppose à la vie, cette vie ne serait pas humaine. Le danger est tel qu'une société ainsi organisée, éblouie par l'abondance et la fécondité, prise dans le fonctionnement béat d'un processus sans fin, ne soit pas capable de reconnaître sa futilité. Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, c'est le titre en français, mais en anglais c'est au fond la condition humaine. Et merci à Alexis Lacroix. Et donc, quelques mots, si vous le voulez bien, sur Hannah Arendt, que tout le monde connaît, puisqu'elle est devenue en fait internationalement connue, universellement on pourrait dire. Arendt, 1906-1975, elle fait partie de cette petite cohorte de juifs allemands, élèves de Heidegger, où l'on compte également Léo Strauss. Elle a été très marquée par l'enseignement qu'elle a reçu. Et elle a dû fuir le nazisme. Elle s'est retrouvée aux États-Unis. Elle a été militante dans des organisations juives, journaliste, puis ensuite conférencière. Et enfin, c'est assez tardivement qu'elle a trouvé un poste de professeur titulaire à Chicago, puis à New York. Mais entre-temps, elle avait composé une œuvre magistrale sur les origines du totalitarisme, une réflexion sur la révolution, la théorie politique, la condition humaine et la vie de l'esprit.
non sans susciter, je dois le dire, un scandale retentissant lorsqu'elle a publié, au moment du procès Eichmann, son livre « Eichmann à Jérusalem ». Aujourd'hui, Hannah Arendt est très discutée et considérée comme l'une des personnalités philosophiques importantes du XXe siècle. Alors, que retenons-nous de ce texte ? Que la réflexion, d'abord sur le travail, s'inscrit dans une réflexion sur la condition de l'homme que les résultats proposés ou les concepts proposés par Arendt sur cette question sont presque devenus la doxa, n'est-ce pas, l'opinion reçue, puisqu'elle distingue le travail de l'œuvre et de l'action. Alors, dans ce texte, on va trouver d'abord donc une analyse du travail dans le monde moderne qui commence par une critique de Marx, qu'elle fait d'ailleurs avec beaucoup de courtoisie et de retenue, parce qu'elle était très influencée, très imprégnée de Marx. Mais que lui reproche-t-elle ? Eh bien, elle critique d'abord une ambivalence, n'est-ce pas, de l'attitude de Marx par rapport au travail, une équivocité. Marx, dit-elle, défend au fond deux points de vue opposés. Premièrement, l'idée que le travail est une nécessité, inspirée par la nature, et que c'est lui qui a permis à l'homme, au fond, le processus de dominisation, c'est le travail qui, en quelque sorte, a produit l'homme. C'est une idée d'ailleurs qui vient de l'hégélianisme, d'une certaine façon, j'y reviendrai. Deuxièmement, qu'il faut abolir le travail, c'est la deuxième idée, car dans la société capitaliste, il est une aliénation. Il est lié à la division du travail et à l'exploitation. Donc, il faut abolir ce règne de la nécessité du travail. On travaille pour survivre, pour réaliser la liberté dans la société sans classe. Alors, Arendt met en cause ce qu'elle appelle l'erreur de ce raisonnement, ce sont ses mots. Marx, dit-elle, a voulu redignifier le travail et les travailleurs et donc redonner du temps libre pour qu'ils puissent se consacrer à la culture, à l'otium, comme disait dans le monde antique, au loisir, qui est impossible dans la société, au fond, de travail. Et qu'oppose-t-elle alors à ces positions de Marx ? Et d'abord, elle leur oppose que, au fond, la façon dont le travail évolue dans le monde moderne. J'indique d'ailleurs d'emblée qu'ici, Hannah Arendt ne fait plus aucune distinction entre un monde socialiste et le monde capitaliste. Eh bien, pour elle, dans le monde moderne, on a voulu limiter la servitude en limitant d'abord le temps, la durée du travail, pour laisser aux travailleurs du temps libre pour les loisirs, n'est-ce pas ? Travail et loisirs et réhabilitation du loisir. Or, dit-elle, à partir de là, l'animal laborance, c'est ainsi qu'elle appelle le travailleur, occupe le domaine public et pour qu'il puisse s'ouvrir à la culture. Mais quel type de culture est celle de ce travailleur ? Eh bien, c'est, dit-elle, une culture de masse, une culture du consommateur qui elle-même est dominée par le marché. Alors nous en discutions avec François Guéry, c'est incontestable que dans cette phénoménologie première, il y a quelque chose de vrai, qui n'a perçu que le football, enfin que les sports ou les loisirs, le camping, l'hôtellerie sont des objets maintenant du marché et que des grands groupes financiers internationaux s'en occupent. Autrement dit, eh bien, c'est un produit, le loisir des travailleurs, c'est un produit pour la consommation. Dit-elle, on fait la fête pour consommer. Et qu'oppose-t-elle à cela ? Eh bien, la différence, selon elle, qui existe en ce qu'elle appelle donc, le travailleur, l'animal laborance, et l'homo faber, des artisans, du travail qui est, au fond, qui produit des objets culturels, des ouvrages, vous savez, l'art des artisans qui permet d'accéder d'une certaine façon à l'œuvre. Mais l'œuvre elle-même doit reconnaître, ajoute Arendt, qu'elle, au fond, elle prend ses biens dans la nature, et dans la nature où il se passe non pas de la production périssable, n'est-ce pas, et à renouveler tous les jours, mais de la croissance et du déclin. Conclusion d'Arendt. Eh bien, elle refuse, au fond, cette redignification du travail proclamée par Marx après Hegel, n'est-ce pas, qui connaît la dialectique du maître et de l'esclave, c'est que pour Hegel, l'avenir appartient à l'esclave, et la volonté de mettre sur le même plan le travail, dans le travail, les travailleurs manuels et les intellectuels. Ça, c'est une idée qu'elle refuse absolument, et à l'opposé,
Évidemment, elle prend comme choix pour décrire le modèle des anciens, avec la suprématie de la vita contemplativa, et elle accentue en quelque sorte l'opposition, la déchirure entre le travail et la culture véritable qui est liée à l'œuvre. Je dirais même qu'elle va plus loin dans sa dernière partie consacrée à l'action. La division politique, si vous voulez, dans l'action, c'est-à-dire la vie politique, Arendt critique la suprématie dans le monde moderne des sciences et de la technologie, qui exerce une fascination intellectuelle dans les gouvernements modernes, dans la politique moderne, et qui donne une place démesurée, selon elle, au fond, à l'homo faber, en instituant un principe d'utilité dans la politique. Et ce principe d'utilité, eh bien, elle lui préfère le retour, si vous voulez, à l'exemple du monde antique. Et en particulier, ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit de l'action, c'est qu'elle ne fait aucune place dans le monde politique à la politique d'Aristote, qui pourtant a tellement influencé la philosophie politique des temps modernes. Bref, on peut considérer que sa trajectoire est celle des penseurs allemands, n'est-ce pas, au fond, qui n'ont jamais voulu reconnaître, en quelque sorte, l'ampleur de la catastrophe allemande, issue de la révolution conservatrice, et qui ont, au fond, tout noyé, d'une certaine façon, dans le monde moderne. Le monde moderne est peut-être plus complexe que celui, n'est-ce pas, au fond, tel que le voit la philosophie politique romantique germaniste. Bon, alors, en effet, voilà les questions que je voudrais vous poser à tous, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on doit accepter que le travail soit condamné au fond, à l'éternelle servitude de la nécessité, n'est-ce pas, et qu'il soit séparé de l'œuvre et de l'action? Bref, que la culture des loisirs des travailleurs soit celle d'une culture de masse et non une véritable culture. Une culture de masse parce qu'elle n'échappe pas au marché. Deuxième question, est-ce que, au fond, cette culture populaire n'apporte-t-elle pas quelque chose à la culture toute court? Parce que, par exemple, on sait que le roman, au départ, était populaire par rapport au théâtre, ou aujourd'hui, que le roman policier est devenu un genre qui est atteint à la haute culture, ou que le jazz, n'est-ce pas, d'une culture réputée populaire du peuple noir, est une grande musique, etc., etc. Bref, dernière question, est-ce que le travail est l'antithèse du loisir et de la politique libre? Alors, ou encore, et c'est ma dernière question, parce que là, elle concerne directement le conflit qui nous traverse aujourd'hui, eh bien, est-ce qu'il faut mettre le travail à part? Est-ce qu'il ne faut pas lui redonner une place dans la démocratie moderne? Et qu'en est-il, n'est-ce pas, d'une société qui, au fond, qui s'éloigne totalement du travail? Alors, je commence... vous voulez bien, Alexandre? Non, par François. Alexandre, bon, je vous commence par vous, oui. Parce que vous êtes comme moi un lecteur d'Hannah Arendt, oui, oui. François, et plus encore, n'est-ce pas, c'est vous qui avez publié le corps productif, la société industrielle et ses ennemis, donc vous connaissez bien cette question. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte d'Arendt, à votre tour? Oui, alors, moi ce que je crois, c'est que l'insistance sur la nécessité doit être prise dans une problématique de ce qui est éphémère, toujours à recommencer, qui s'écoule sans laisser de traces, et d'un autre côté, l'éloge qu'elle fait de l'œuvre, parce qu'elle est pérenne. Alors, qu'est-ce qui est pérenne dans l'œuvre? On a toujours le Parthénon, on a toujours les ruines du Forum à Rome. Enfin, il y a quelque chose qui a franchi les siècles, qui a laissé sa trace, qui a été donc, si on veut, l'œuvre de l'homme. Et moi, je crois que d'abord, condition de l'homme moderne est effectivement anthropocentrée, si on veut. Elle se demande qu'est-ce qui est humain. Et le fait même qu'elle parle d'animal laborance signifie qu'on comprend bien d'avance que c'est pas le travail qui va faire l'homme. Voilà. Pour elle. Pourquoi? Comme pour Foucault d'ailleurs, parce que travail, vie, langage, là, dans les mots et les choses, il y a un peu cette problématique. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il est le travail? Tous les jours, ça recommence, et puis, alors, supposons par exemple les travaux des champs, parce que malgré tout, labor, ça vient du laboureur, vous me le disiez. Les travaux des champs, on les recommence. Si on ne les recommençait pas, tout s'effondrerait. Donc, il faut que les travaux des champs soient constamment remis sur le chantier. Et d'un autre côté, elle dit
dit, bon, la contrepartie du travail, qui est une nécessité pénible, c'est la consommation de masse, etc., les loisirs. Ça aussi, tout l'argent gagné à travailler s'écoule dans les loisirs. Dans la Donc, il y a reproduction de la vie ou dans les loisirs. Oui, c'est un flux, ça passe. C'est la vie au sens le plus bas du terme, parce que pour elle, c'est pas génial d'être la vie. La vie s'écoule, la vie passe, elle ne laisse pas sa trace. Et donc, où est-ce que l'homme laisse sa trace? Dans la parole, parce qu'en fait, l'action, c'est la parole. Dans la parole et surtout dans des œuvres, parce qu'elle est revenue ensuite. Moi, j'objecterais quelque chose sur le travail, qui est un terme tellement générique, tellement énorme. C'est qu'il y a eu une énorme mutation que j'ai étudiée, effectivement, dans plusieurs ouvrages. Mutation des pouvoirs du corps vers une intelligence artificielle, qui est, par exemple, ce que Marx appelle le grand automate. Alors, dès le moment où il y a cette automatisation, cette intelligence artificielle incorporée dans des machines, le travail a effectivement perdu beaucoup de sa valeur, et on peut dire que le prolétaire, effectivement, tous les jours, perd sa substance, ne la regagne pas, et que la culture de masse n'y fait rien du tout. Alors maintenant, autant étudier à ce moment-là comment cette intelligence artificielle, et c'est vrai que c'est le problème du jour, modifie toute la société et surtout sa temporalité. La temporalité, parce qu'il y a une programmation qui s'installe, quelque chose qui est une matrice pour de futures productions. Donc moi je pense que c'est là qu'il faut creuser. Et d'une certaine manière, le concept même du travail a été profondément modifié. Et vous, Alexandre, qu'en pensez-vous du texte d'Arendt et de ce que nous dit notre ami François? Mais d'abord, je vais faire un effort, évidemment, pour ne pas vous dire ce que je pense d'Hannah Arendt, parce que je pense que ce serait une déviation tout à fait déplorable de cette émission qui, jusqu'ici, avait une certaine tenue, et qui, évidemment, si on me demande ce que je pense vraiment d'Hannah Arendt, va me conduire, évidemment, à m'exprimer. Alors, je ne le ferai pas. Alors, donc, qu'est-ce que je pense du travail d'Hannah Arendt? Écoutez, pas grand-chose. Hein. L'emprise, ça existe. Et je pense que cette femme... Alors, il y a peut-être une biographie personnelle. Elle n'aimait pas les siens. Oui. Et ça se sent tous les jours. Alors moi, comme j'aime plutôt les miens, évidemment, je réagis. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup ce qu'elle raconte. Mais de temps en temps, je suis tout à fait frappé par la justesse et puis surtout la grande culture qui a été la sienne. Elle a été, elle est née effectivement dans le nord de l'Allemagne. C'est une synthèse, toutes ces idées. Elle a beaucoup étudié à Königsberg, donc dans la ville de Kant, et elle connaissait très bien ses classiques et elle les comprenait à peu près. Donc, il n'y a rien à dire. Mais sur le fond, sur la question du travail, comment vous voyez le travail? Je freine. Oui, alors allez-y. Écoutez, bien entendu, je pense exactement le contraire. Oui. Et en particulier, toute la critique weimarienne, n'est-ce pas? Parce que nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Weimar, c'est le moment où l'Allemagne est sur le fil du rasoir. C'est le rasoir d'Occam. À Weimar, nous avons la première grande tentative démocratique de masse de l'histoire allemande. Il y avait eu un peu de libéralisme quand même, parce que le Deuxième Reich n'était pas une horreur. Il y avait des partis politiques, il y avait des journaux, il y avait une pensée. Mais il n'y avait jamais eu cela. Et à partir de ce moment-là, nous avons, entre 1918 et 1933, l'arrivée de Hitler au pouvoir, un bref moment, où tout s'est joué. C'est-à-dire tous les concepts, toutes les idées, et bien entendu, la réaction l'a emporté. Mais elle ne l'emporte jamais totalement. Et en particulier, sur quoi n'a-t-elle jamais gagné? Sur le plan esthétique. C'est cette chose sur laquelle, bien entendu, Mme Arendt ne comprend rien. Parce que, que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a une grande révolution esthétique en matière... à Weimar d'ailleurs, mais enfin, si ça commençait à Weimar... à Berlin. Ça a commencé à Weimar, en fait. Oui. Mais ensuite, c'est le Bauhaus. Oui. C'est-à-dire, en fait, une école architecturale qui a inventé tout un style, et également aussi dans les arts décoratifs, et qui, avec le Werkbund,
a essayé de combattre effectivement l'automatisation, le fordisme, mais donner un vrai style à la modernité. Tant faire d'ailleurs que l'essentiel de ces auteurs, on les retrouve d'abord faisant 2 quartiers extraordinaires à Jérusalem et à Tel Aviv, des exilés allemands, et puis surtout aux États-Unis. Oui. Et donc, en fait, cette modernité-là a gagné l'Amérique, faute de pouvoir s'exercer en Allemagne. Oui. Et là, par contre, nous avons le kitsch. Et nous avons le travail. Nous avons le kitsch hitlérien, avec Albert Speer, qui était quand même un ingénieur et un homme de talent, qui a voulu refaire Berlin entièrement. Et les quelques tentatives de refaire Berlin sont tout à fait éloquentes de ce qui était en train de se passer, et qui est une monstruosité. Et ça n'intéresse pas beaucoup Madame Arendt. Alors je dirais aussi qu'à ce moment-là, eh bien oui, nous avons un nouveau style. Ce style, j'en ai parlé un petit peu pour les quelques bâtiments israéliens, mais ce style, c'est également évidemment celui de Gropius et du Bauhaus, et aussi une conception qui fait déboucher l'architecture sur l'urbanisme. Oui, c'est-à-dire une façon de vivre, justement, Eutzen, ce thème... La belle vie qu'elle déteste, elle dit que c'est ridicule, n'est-ce pas? Ce même grec que vous invoquez souvent, et qui est évidemment derrière les réflexions d'Aristote sur un monde... Elle ne cite jamais, elle cite Platon, elle s'occupe sur un monde possible, justement, de compromis et d'intuition sensible. Eh bien, c'est cela, effectivement, qui nous a donné le New York, qui est le monument de cela, et le New York, permettez-moi de vous dire, des Juifs et des Noirs, c'est-à-dire de Gershwin et de Sidney Beckett, qui a montré qu'en fait le jazz était une musique extraordinaire, mais qu'elle avait besoin aussi de gens comme Gershwin, qui donnent à ses acteurs, à ses artistes noirs, à ses instrumentistes et à ses chanteurs la chance que jamais, évidemment, l'Amérique l'Amérique officielle ne leur aurait donné. Et si New York est ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire la plus belle ville du monde, la Venise du XXe siècle, on le doit... C'est moi qui vous l'ai dit, ça. Oui, c'est vous qui me l'avez dit, absolument. Mais cette Venise-là, on la doit à cela. Oui. On le doit à la rencontre de Gershwin et... Merci beaucoup, Alexandre. Et de Sidney Beckett. Vous êtes extrêmement éloquent. Mais alors, je vais me tourner vers mon ami, le docteur David, pour lui poser une autre question. Puisque, en fait, nous sommes partis de l'actualité et que nous sommes tous des gens d'un certain âge, n'est-ce pas, qui continuons de travailler, et en particulier, qui travaillent quotidiennement, qui soignent quotidiennement des patients. Donc, c'est notre ami le docteur David. Or, est-ce que, au fond, dans ce débat-là sur le travail, sur la difficulté du travail, sur la nécessité de le limiter, est-ce que vous êtes interpellé par le fait que la France constitue une exception absolument remarquable dans les pays européens? J'ai regardé les statistiques, chacun peut les consulter sur Internet. Nous sommes les seuls, n'est-ce pas, à être encore, à mettre la limite d'âge à 62 ans. La majorité des pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, enfin, tournent autour de 64 à 66 ans, avec évidemment des pointes vers 67 ans, mais nous sommes les seuls. Comment vous expliquez au fond, cette fatigue du travail, vous, Marielle? Aujourd'hui même, je me suis intéressée à Hans Cassirer, qui est précisément lui aussi un juif, qui a dû s'exiler aux États-Unis avant la guerre, et qui a insisté sur la question du symbolique et de toutes les conséquences de la transformation de tout ce qui est sensoriel en symbole par les humains. Voilà. Donc, je pense que quand on a accès à ce passage-là, eh bien, le travail est une bénédiction. Oui, c'est évident. Parce que moi-même, je bénéficie de l'emploi retraite, c'est-à-dire qu'on prend sa retraite, on s'arrête un jour et on recommence. Et hélas, dans ma profession de pédopsychiatre, il n'y en a plus, donc on bénéficie de cela. Et bien que très âgée, je travaille toujours.
et toujours en CMPP. Très âgée, dans la n'exagérez Seine-Saint-Denis. pas. Enfin, Vous pas êtes toute plus jeune que moi. Pas toute jeune, oui. Enfin. Le président des États-Unis est le plus vieux président de l'histoire américaine. Bon. Et auparavant, il avait la position de vieillard. Voilà. Donc, je crois que, évidemment, quand on a accès au symbolique, ce qu'on essaye de faire à l'école, de permettre à tous les enfants d'avoir cet accès au symbolique, eh bien, et qu'on a un travail qui déroule de cette transformation, on est heureux de travailler. Et on veut même continuer la le plus longtemps. retraite est un malheur. Oui, le plus longtemps possible. Et on veut travailler le plus longtemps possible. Oui. Bon. Maintenant, évidemment, il y a des tas de gens qui ont un travail physiquement pénible. Pénible, en particulier. Et qui, par conséquent, ne vivent pas dans leur travail, ce qui ne veut pas dire dans leur vie, oui. Les effets de cette transformation. Bon, maintenant, je crois que ce texte est un peu méprisant pour les gens, parce qu'il suppose que, sous prétexte, les travailleurs, en général, ne s'intéressent qu'à manger, c'est faux, c'est faux. Je crois que si on leur donne la possibilité de s'intéresser à autre chose, eh bien... Mais pour aller dans votre sens, Maria, je veux juste remarquer que cette culture de masse a produit, évidemment, nous le déplorons un certain, mais le fait qu'il y a un monde fou dans les expositions de peinture, qu'il y a beaucoup plus de festivals qu'il n'y en avait auparavant, qu'il y a des orchestres de musique. Absolument. Donc les jeunes s'intéressent à la musique passionnément. Parfaitement. Donc il y a tout un accès, au contraire, au symbolique qui est favorisé aujourd'hui par la société. Et qui est lié à la redignification du travail, n'est-ce pas, au fait qu'on ait considéré que le travail était une chose absolument digne, qu'on n'était pas... On a toujours pensé ça. Non, pas du tout. Dans l'Antiquité, on pensait l'inverse. Oui, on dit, dans l'Antiquité, on pensait que le travail servile, était réservé aux... Oui. Non, mais je pense que les ouvriers eux-mêmes sont dans tous leurs états quand ils perdent leur travail. Donc on n'est pas là, au fond, pour dire que les gens ne veulent pas travailler, mais qu'il y a une pénibilité de certaines formes de travail qui font en sorte que les gens sont extrêmement sensibles à la date. Mais je crois qu'il y a un phénomène... Et la France, quand même. La France, pourquoi en France ? Pourquoi en France ? C'est une tradition qui peut-être est liée au catholicisme, c'est-à-dire que malgré tout, contrairement aux protestants qui ont revalorisé le travail, c'est vrai que le catholicisme, lui, était plus pour l'Église des Champs. Marielle, est-ce que ce n'est pas une idée reçue ? J'ai entendu Luc Ferry dire à Radio Classique, pour la nommer, que au fond, c'était la faute des aristocrates. Parce que, en vérité... dans le catholicisme, vous avez, si on met de côté les ordres mendiants, vous avez des ordres, les bénédictins, par exemple, qui ont travaillé, qui ont défriché absolument des champs entiers. Et est-ce que ce n'est pas une idée reçue discutable de dire que le catholicisme est contre le travail ? Le problème surtout, c'est que si c'était vraiment le cas, on aurait en Italie, en Espagne, au Portugal, une insurrection qui n'a absolument pas lieu. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je ne sais pas, à vrai dire, pourquoi les Français réagissent par l'opposition comme ça à ce qui est européen. En vérité, je ne sais pas très bien. On va vous laisser sur cette interrogation et je vous remercie. Et donc, nous aurons le plaisir la semaine prochaine de présenter le livre de notre ami François Guéry. Merci.